Alors, effectivement, pour avancer sur nos sujets, le thème… Pardon, j'ai enlevé. Pour avancer donc sur notre sujet, le thème de cette deuxième table ronde est celui de s'interroger sur le point de savoir s'il existe des alternatives au CDI et s'il y a des nouvelles formes de collaboration. Alors, on observe en effet qu'il y a des nouveaux défis à relever. Lors de la première table ronde, on a parlé du télétravail. On a entendu également que les salariés peuvent également avoir la volonté, vous le disiez, Maître Lemoine, d'avoir des CDD, tout simplement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des nouvelles organisations du travail, des nouvelles structures du marché, des nouvelles attentes des salariés. La temporalité est en train de changer aussi. Et il y a une porosité finalement entre les différents secteurs, que ce soit les secteurs économiques ou entre les différents marchés du travail. Donc, l'observation, c'est qu'il s'agit, c'est le maître mot, mais ça on le connaît depuis 2 ans, c'est de s'adapter, et pour le coup d'être peut-être imaginatif, et notamment imaginatif pour recruter, imaginatif pour attirer dans l'entreprise, pour conserver ses salariés, pour conserver des compétences, et aussi peut-être pour trouver d'autres modes de continuation, de collaboration, pardon. En conséquence, donc l'objet de cette table ronde est d'en échanger autour de certaines questions, notamment la difficulté du recrutement et les statuts des salariés. Ensuite, la question de la gouvernance des salariés. Finalement, y a-t-il un rôle à jouer quant à cette gouvernance pour avoir une certaine mobilité et l'intérêt de la mobilité pour les salariés, l'intérêt au regard de l'innovation, de la créativité que l'on peut attendre des salariés, mais aussi de leur fidélisation. Et enfin, un autre thème, une troisième question, c'est, in fine, quelles sont les observations que l'on peut avoir ou que l'on peut faire sur le marché du travail, sur son évolution, quel est le degré d'attachement des salariés lorsqu'ils ont un statut spécifique. Et je pense évidemment à Enedis qui va intervenir tout de suite. Je peux penser également, bien sûr, à Brittany Ferries avec les conventions collectives spécifiques au métier du transport maritime. Ensuite, peut-être y a-t-il aussi des nouveaux employeurs. Nous pensons toujours que l'employeur est celui qui embauche directement et qui fait travailler dans son entreprise, mais peut-être y a-t-il d'autres schémas, d'autres intermédiaires, et pour le coup, nous sommes également dans des nouvelles formes de collaboration et de travail. Donc, pour commencer sur ces thèmes, eh bien, je vais d'abord donner la parole, je l'ai vu tout de suite, à Corinne Wittner de Brittany Ferries, donc, qui est la responsable juridique chez Brittany Ferries et qui est accompagnée d'Audrey Boujard, qui l'accompagne chez Brittany Ferries. Et je donnerai la parole ensuite à Anna Pelé, qui est adjointe au service relations humaines d'Enedis. Alors, tout d'abord, Madame Wittner, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez bien? Karskov est donc en télétravail, enfin, en tous les cas en visio. Bonjour à tous. Donc déjà, merci de m'avoir invité pour cette table ronde. Sur la caméra, ce serait… Oui. Alors, juste pour resituer les choses, Brittany Ferries, en termes de nombre de salariés, c'est en temps normal, hein, en activité, on va dire 2019, c'est 2800 ETP, avec une variation saisonnière très importante, puisque nous sommes avant tout un acteur non seulement dans le transport, mais dans le tourisme. Donc, on passe de 2400 salariés à peu près en moyenne sur la base hivernale à 3200, 3300 en été. Donc, une grosse variation saisonnière avec la nécessité de trouver tous les ans 600, 700, 800 salariés sous contrat à durée déterminée saisonniers. Donc, j'ai choisi en fait d'aborder cette table ronde par le prisme du recrutement, puisque je trouve que d'abord, c'est un vrai défi aujourd'hui pour Brittany Ferries et j'imagine que c'est aussi un défi pour certaines entreprises.
c'est un défi de trouver des CDD, c'est aussi un défi parfois de trouver des c'est un défi de trouver des CDD et c'est parfois un défi de trouver des CDI. Un chiffre que me donnait hier Audrey Bujard, qui est avec nous aujourd'hui et qui est responsable du recrutement. En 2019, nous recevions pour notre campagne de CDD 4800 curriculum vitae. Là, on est dans une situation complètement inverse, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à aller chercher les CDD. Donc, complètement une situation inversée, et nous devons, d'une certaine manière, séduire les candidats, leur prouver que venir travailler chez Brittany Ferries l'été, au-delà du salaire, il y a de l'intérêt à venir travailler pour l'entreprise. Et donc, ce que nous avons fait pour la saison 2022, nous devrions, nous l'espérons, avoir une activité à peu près normale. Du moins, les indicateurs sont plutôt bons depuis une ou 2 semaines, puisque les restrictions au voyage commencent à être levées progressivement, tant par l'État français que par l'État anglais, hein, puisque 80% de notre clientèle est britannique. Ce sont des touristes qui viennent vers la France, vers l'ouest de la France et vers l'Espagne. Donc, on a une campagne de recrutement de CDD qui a été initiée au dernier trimestre 2021. Et on a commencé dans un premier temps à rappeler notre vivier de CDD, c'est-à-dire des personnes qui travaillent avec nous de manière récurrente, 6-8 mois de l'année, sous contrat saisonnier. On a on a identifié à peu près un vivier de 500 personnes. Et ces personnes, on n'a pas pu leur offrir de travail en 2020 et on n'a pas pu non plus leur offrir de travail en 2021. Donc, ces personnes, ils ont le statut de marin, inscrits à l'ENIM, ce n'est pas le régime général de la sécurité sociale. Et on leur demande, alors il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, hein, pour servir nos clients à bord, des stewards, des cuisiniers, de l'accueil, donc des viennoisiers, des chefs d'animation, enfin voilà, du personnel d'accueil et de restauration. Et c'est un secteur qui est sous tension de manière générale en France. Donc, on a appelé ces 500 personnes une à une pour leur demander « Êtes-vous prêts à revenir ?» Voilà, on commence à avoir de la visibilité pour la saison 2022. Je pense pouvoir vous offrir un contrat entre 6 et 8 mois. Est-ce que vous êtes partant ou pas? Donc, parmi ces 500 personnes, on a à peu près, je parle sous le contrôle d'Audrey, je pense à peu près une bonne moitié qui sont partants. Et afin de sécuriser ces personnes-là, qui commencerait vers le mois de mars, hein, puisque pour nous, la saison, ça commence en mars et ça se termine en septembre. Ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de leur envoyer un contrat très tôt. C'est-à-dire que les contrats sont partis la semaine dernière, cette semaine et la semaine dernière. De manière, et on sait que sur l'ensemble des contrats qui partiront, ils ne reviendront pas tous. Donc ça, c'est déjà pour couvrir une partie de nos besoins, pour vous dire à quel point vraiment il y a de la tension sur l'emploi CDD. Et ce n'est pas de l'emploi que nous pouvons, nous, aujourd'hui, prendre en CDI, puisqu'on n'a pas de travail pour l'hiver, en fait. Hein. Juste pour situer les choses, nous opérons une 12aine de navires sur donc, des traversées transmanche, des traversées vers l'Irlande et beaucoup de traversées également entre le Royaume-Uni et l'Espagne. 12 navires de mars à fin octobre, et en période hivernale, de novembre à fin mars, nous tombons à 5 navires avec un trafic qui est essentiellement du passager sur les lignes qui vont vers l'Espagne et du trafic fret qui nécessite beaucoup moins de personnel au niveau de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, on n'a pas d'emploi en CDI pour ces gens-là à l'année. Donc, on est vraiment sur des jobs en CDD. Alors, au-delà de ce vivier, on a donc lancé une campagne de recrutement. Et là, il faut vraiment être très présent sur les réseaux sociaux. On essaye de nouer des partenariats avec les écoles hôtelières, entre autres.
Et on essaye d'être un petit peu imaginatif par rapport à ce qu'on peut faire. Là, on en est à se demander si on ne va pas recourir d'une certaine manière à la cooptation. Alors évidemment, dans un cadre qui respecte les obligations, que ce soit au regard de la RGPD, au regard des lois anticorruption, etc. C'est-à-dire qu'on demanderait peut-être à notre personnel, finalement, de louer les jobs chez Brittany Ferries et de coopter en fait certaines candidatures. Donc ça, c'est une piste que l'on envisage. Nous avons également, mais on en est un peu aux prémices, donc ça sera peut-être un petit peu juste pour cette saison, commencer à nouer des relations avec la Compagnie des Alpes, parce que, évidemment, la saison d'hiver, il y a des personnes qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration qui font les saisons d'hiver dans les stations de ski et qui pourraient être intéressés de faire la saison d'été dans le maritime chez nous. Donc, il pourrait y avoir une espèce de partenariat à nouer pardon, avec les stations de ski. C'est une autre idée que nous avons. Également, l'idée, enfin, malheureusement, on a dû, parce que notre activité a vraiment été mise à mal en 2020 et 2021, nous avons pu signer un accord d'APLD, donc un accord de chômage partiel longue durée, pour nos CDI et notamment pour le personnel hôtelier, dont on ne savait que faire, puisqu'on avait dû mettre des bateaux le long du quai, faute de pouvoir transporter des passagers compte tenu de la fermeture des frontières et des restrictions au voyage, autres restrictions au voyage, hein, quarantaine, etc. Donc on a en ce moment, et on a eu cet hiver, des salariés en CDI qui se sont trouvés en chômage partiel longue durée. Et on se demandait là si on n'allait pas néanmoins essayer de sécuriser du CDD pour la saison à venir, quitte à devoir mettre en activité partielle certains de nos CDI ou certains de nos CDD si jamais la saison n'est pas aussi, s'il y a une énième vague Covid et que l'on doit encore arrêter des bateaux. Ce n'est pas souhaitable, mais c'est une idée que nous avons parce qu'il est vraiment primordial pour nous de pouvoir sécuriser ces 600-700 CDD. Donc, pour revenir sur la relation de travail, euh, le fait que le rapport de force, d'une certaine manière, s'inverse, je trouve, avec le temps, lié probablement à la crise Covid, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reposé leurs priorités et leur manière de vivre. On a eu, nous, pas mal de démissions. Bon, sans doute liées à l'absence de visibilité par rapport à la situation de l'entreprise, mais on voit bien qu'il n'y a pas que cela. Il y a aussi des gens qui veulent, l'hôtellerie et la restauration sont des métiers qui sont durs et qui veulent changer de métier. Donc à côté de ça, nous pouvons capitaliser sur une certaine attractivité en termes de rythme de travail, puisque nos salariés embarqués travaillent 7 jours à bord et sont en repos et congés les 7 jours suivants. C'est-à-dire que sur un mois, il y a 2 semaines où ils sont embarqués et les heures de travail, c'est 67 heures de travail par semaine. Et ensuite, ils ont une semaine de repos-congé chez eux. Ce n'est pas la notion de cycle au sens juridique que nous utilisons, c'est effectivement un cycle de 7-7. Donc ça peut constituer un avantage par rapport à d'autres employeurs. Que dire d'autre pour ce qu'on voit aussi dans la relation de travail, c'est que tout le monde n'a pas envie d'un contrat de travail. Ça, on le voit beaucoup dans des métiers comme tout ce qui est informatique, où beaucoup de personnes ont décidé d'être leur propre employeur, d'être travailleur indépendant ou de travailler par le. Alors, du coup, on a nous embauchons nous employons des prestataires
des personnes par le biais de contrats de prestation, soit des contrats de portage, il y a différentes modalités, mais c'est pour vous dire qu'au sein de notre direction informatique, la DSI et la Digital Agency, la moitié des personnes qui travaillent pour nous ont un statut de salarié et l'autre moitié un statut de prestataire. Et c'est pas un choix, là, c'est vraiment, on prend, on peut trouver. C'est-à-dire que dans ces métiers-là, il y a des technologies, c'est très, très pointues, en fait. Et il y a, il y a certaines fonctions qu'on ne trouve pas euh, avec le statut de salarié. Donc, on est obligé de se tourner vers du contrat de prestation de service. Ça nous permet aussi, et là c'est une évolution que l'on voit beaucoup dans les métiers de l'informatique, mais sans doute les prémices d'une évolution qui pourra finalement se retrouver dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres fonctions. Euh, le fait que on a été obligé d'aller installer notre siège est en Bretagne Nord. On a été obligé d'aller chercher certaines fonctions sur le marché parisien. Des Parisiens qui ne veulent pas venir vivre en Bretagne. Il y en a qui veulent venir, il y en a qui ne veulent pas venir. Et donc, la nécessité de leur offrir en fait pas mal de flexibilité sur le travail à distance, avec, je dirais, toutes les difficultés que ça peut poser. Pas le travail à distance lui-même, mais tout ce qui entoure le travail à distance. C'est-à-dire que ça pose des trucs tout bêtes. Hein. Comment on indemnise les frais de déplacement, les frais d'hôtel quand ils viennent au siège, est-ce qu'on doit le faire, où est leur lieu de travail, plein de petites tracasseries, je dirais, euh, euh, liées à ce travail à distance. Et qui, de l'autre côté, bah, nous permet quand même de trouver les candidats adéquats. Ce qu'on a remarqué également, et là c'était plutôt quelque chose que l'on a recherché, il y a 4 ou 5 ans, nous avons initié notre transformation numérique. Et là, nous cherchions des compétences très spécifiques que nous n'avions pas du tout en interne. Et nous nous sommes tournés effectivement vers une population euh, plutôt jeune, plutôt très diplômée, avec quand même une expérience, des personnes qui ne veulent pas être salariées, qui sont, alors je ne vais pas dire consultants, parce que consultant, il y a un petit côté presque obsolète du nom, plutôt qui se présentent comme des chefs de projet, qui vont nous apprendre et qui nous ont appris à travailler différemment, quoi en mode projet, quoi en mode agile, enfin toutes ces nouveautés depuis quelques années. Nous n'avions pas, euh, cette, nous n'avions pas cela en interne. Il y avait une volonté de la direction effectivement de transformer l'entreprise. Et ça a été, l'idée a été justement d'aller chercher finalement des jeunes talents qui nous ont accompagnés 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, qui n'ont absolument pas vocation à rester dans l'entreprise, ils ne veulent pas rester dans l'entreprise. Euh, et ils sont de passage, ils s'intègrent rapidement, ils appréhendent rapidement les valeurs de l'entreprise, et puis un jour ils partent et ils nous laissent avec leur nouvelle méthode si le job a été bien fait. Donc vraiment une relation de travail vraiment très, très en évolution, je trouve. Ça bouge très vite. Euh, on a également, je sais que c'est un thème qui est cher à Daniel, pu mettre en place un exemple, hein, une convention de mise à disposition de personnel, convention de mise à disposition de personnel réciproque avec une autre entité juridique. Euh, entre Brittany Ferries d'une part et la société Condor. Brittany Ferries avait pris des parts dans la société Condor en 2020. Nous sommes donc minoritaires dans cette société et nous nous sommes aperçus, enfin, ça avait été pensé avant qu'on prenne les parts, mais
que sur le port de Saint-Malo, par exemple, il y a des bateaux Condor qui arrivent, il y a des bateaux Brittany Ferries, il y a du personnel d'escale qui font à peu près le même travail, qui ont à peu près les mêmes conditions de rémunération, d'avantages sociaux. Et en fait, on pouvait compléter les équipes et créer des synergies. Et on l'a mis en œuvre en 2021. Donc, il y a des personnels Brittany Ferries qui vont faire 1, 2, 3 escales dans la semaine pour la société Condor, gardent leur salaire Brittany Ferries, leur uniforme Brittany Ferries et mettent juste une chasuble Condor pour être reconnu par la clientèle, gardent les avantages sociaux Brittany Ferries. Et inversement, Condor est amené aussi à nous mettre du personnel à disposition quand ils ont du personnel en trop et que nous en avons besoin. Alors, quelquefois, c'est juste 2, 3 escales dans la semaine. Le type de travail qui est difficilement pour lequel il est difficilement envisageable de trouver du CDD et pas toujours souhaitable de faire des heures supplémentaires. Donc, cette souplesse-là, je pense qu'elle est appréciable. Elle est, je pense, aussi appréciée par les salariés. Sur ces cas-là, nous avons fait appel au volontariat, avec vraiment les salariés de chez nous et les salariés de Condor veuillent participer à cette initiative. Et je crois que c'est relativement bien perçu parce que le travail, le fond du travail est le même, mais après, bon, ils rencontrent d'autres personnes, ils ont une clientèle légèrement différente également, et puis ça leur permet de voir autre chose. Je ne sais pas si, Audrey, vous voulez ajouter quelque chose sur la relation de travail, l'évolution de la relation de travail, telle que nous la vivons au quotidien. Corinne, s'il vous plaît. Voilà, Corinne, oui. Je peux juste vous interrompre là, faire un stop pour pouvoir donner la parole à Anne Pelé. Alors, oui, ce que vous vouliez dire. Alors, pour quelle raison? C'est parce que vous venez finalement de mettre en avant. Vous m'entendez bien? Oui. Bon. Vous venez de mettre en avant bien, je dirais, nécessité fait loi, c'est-à-dire que vous avez été soumis à des conjonctures spécifiques difficiles. D'autre part, votre métier aussi est un métier avec saisonnalité et avec une multitude de métiers, une multitude de statuts juridiques, de conventions collectives et en plus l'international. Donc, nécessité faisant loi, effectivement, vous venez de nous expliquer, et je trouve que Brittany Ferries, à cet égard, est un exemple, qu'il faut bien rechercher des nouveaux modes de collaboration. Et donc, on ira peut-être un petit peu plus loin sur ce que l'on peut considérer comme étant l'évolution de ce marché du travail et le ressenti qu'on peut en avoir. Mais avant cela, je voudrais confronter ce que vous venez de dire avec l'expérience que va nous donner Anne Pelé pour Enedis. Parce que là, pour le coup, je dirais presque que l'on est tout à fait à l'inverse. Chez Enedis, on est dans le cadre d'un statut, d'une organisation qui est EDF. Et là, pour le coup, les salariés, ils commencent et ils vont faire leur vie chez Enedis, en quelque sorte. Donc, la temporalité des projets chez Enedis, c'est peut-être 5 ans, alors que les salariés, ils rentrent chez Enedis, c'est pour 40 ans. Et tout à l'heure, on disait, ben non, maintenant, ça n'existe plus. Je ne sais pas, chez Enedis, ça a l'air d'exister encore. Alors, Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, alors, pour vous donner déjà quelques chiffres d'entrée de jeu, Enedis, c'est un peu plus de 36 000 salariés au niveau national et 1 600 sur le niveau de la direction régionale Bretagne. Et on est sur une population, et je pense que c'est important de le rappeler au regard de ce qu'on est en train de se dire, avec 500 exécutions, 900 maîtrises et 160 cadres. Et je pense que ça, c'est un point important dans la discussion qu'on a, parce que j'ai pu, dans d'autres postes avant, constater ce que certains d'entre vous disaient sur certains collaborateurs qui ne veulent pas forcément avoir le statut de salarié. Et notamment, j'ai travaillé sur des projets offshore dans lesquels, en effet, on a des personnes qui, parce qu'ils ont une expertise très précise sur un sujet très particulier dans des projets offshore qui sont jusque-là à l'international, sont en capacité de dire à une entreprise:
moi, je choisis le profil qui me convient et puis vous vous adapterez et vous me prendrez soit en prestation de service, soit en contrat parce que je suis en position de force. Je pense que c'est différent sur d'autres métiers, sur d'autres secteurs d'activité. Et nous, aujourd'hui, sur nos métiers, on reste très, très, très majoritairement sur du CDI. On a recours, bien évidemment, à d'autres types de contrats et notamment dans les autres contrats que le CDI, on a un peu d'intérim, recours également à de la prestation de services externe pour certaines activités. Et puis, et c'est important aussi pour nous, on a recours aussi à de l'alternance et à des CDD seniors. Et je pense que ce panel-là, alors tout d'abord, au départ, c'est vraiment un panel complémentaire de par toutes les obligations légales et on les a rappelées d'entrée de jeu, à savoir pour nous, un intérimaire et un CDI ne remplissent pas les mêmes missions, ne sont pas recrutés sur les mêmes motifs et le même objectif. On en a un sur lequel, en effet, comme vous le disiez, si la personne rentre très jeune dans l'entreprise, elle va rester avec nous sur toute la carrière puisque c'est aussi le propre des entreprises avec un statut. Tandis que forcément, un intérimaire va, lui, être là pour un surcroît temporaire d'activité et restera au maximum 18 mois dans l'entreprise. Donc, on n'est vraiment pas sur le même cadre légal pour nous et donc, du coup, pas sur le même objectif. Après, bien évidemment, c'est pas aussi, enfin, il n'y a pas que ça dans cette diversité des publics. Je le disais, on a aussi beaucoup d'alternants et des seniors. Et là aussi, je pense que ça permet aussi d'avoir des collectifs qui sont riches et qui sont différents dans les profils. Les alternants, ça nous permet également de pouvoir constituer un vivier, de recruter ensuite certains de ces alternants chez nous en CDI par la suite. Donc, c'est là aussi un vrai aussi atout dans ces différentes formes de contrats et de recrutement. Et puis, bien évidemment, tous ces leviers ne sont pas activés de la même façon. J'évoquais tout à l'heure aussi la prestation externe, le recours à d'autres entreprises. On doit, nous, du point de vue opérationnel et nos enjeux, et je pense que toutes les entreprises les partagent, on a des enjeux où il faut forcément qu'on puisse faire appel à d'autres entreprises. Et dans un exemple très concret, quand on a une tempête au sein de la Bretagne et qu'il faut rétablir le courant le plus rapidement possible chez tous nos clients, on ne peut pas résoudre tous les dégâts qui sont causés par une tempête uniquement avec nos salariés. Alors nos salariés d'astreinte, bien évidemment, mais tous ceux qui vont venir aussi renforcer ces tours d'astreinte, on va avoir besoin de recourir également à d'autres entreprises, que ce soit donc pour des tempêtes ou alors pour des travaux très particuliers sur lesquels on n'a pas forcément l'expertise ou le matériel pour, en dehors de ces cas un peu extrêmes de tempête. Donc tout ça est très complémentaire, à mon sens, pas forcément alternatifs, mais plutôt complémentaires, et donc voilà, qui sont au cœur de nos recrutements et de notre façon d'organiser les ressources humaines pour remplir tous ces enjeux industriels. Alors, par contre, vous m'aviez parlé, parce que nous avons échangé du statut particulier. Oui. Vous pouvez dire deux mots, s'il vous plaît, parce que d'après ce que je comprends, c'est aussi ce qui permet d'expliquer pourquoi vous avez des salariés qui peuvent rester aussi longtemps chez vous. Oui, alors on est une entreprise à statut, donc c'est-à-dire on est une entreprise entre guillemets de droit privé dans le sens où on n'est pas des fonctionnaires, mais on applique un statut qui date de 1946 et qui est à l'instar de ce qui peut exister à la RATP ou à la SNCF. Donc ce sont des entreprises dans lesquelles on a un historique fort, un poids des organisations syndicales significatif et un historique qui fait que traditionnellement, on a des salariés qui font toute leur carrière au sein des entreprises des industries électriques et gazières. Et c'est pour ça que certains ont coutume de dire, mais ça ne se vérifie pas pour chaque cas, mais qu'en effet, une personne qui va rentrer au début de sa carrière vers 20 ou 25 ans dans l'entreprise va faire toute sa carrière au sein des industries électriques et gazières jusqu'à sa retraite. Et c'est vrai qu'en soi, en ça, on constitue quand même une entreprise, on est une entreprise un peu atypique probablement sur le marché du travail par rapport à d'autres structures sur lesquelles il y a peut-être une mobilité sur le marché de l'emploi et une porosité plus importante, même si cette mobilité ou ce parcours, il existe chez nous également, mais
en intra-groupe EDF. C'est ça, c'est-à-dire qu'intra-groupe EDF, vous allez avoir la possibilité finalement d'évoluer, de révéler vos différentes compétences, parce qu'on va vous changer de poste, on va vous changer de région, c'est ça? Oui, et c'est peut-être là la nouveauté sur les dernières années pour ces entreprises à statut type Enedis ou EDF, c'est que ça reste des entreprises à statut dans les IEG. Pour autant, le groupe EDF s'est constitué aussi et a élargi ses activités ou ses façons de procéder. Et donc, dans le groupe EDF, il y a plein d'autres structures qui ont émergé, des très petites structures, des structures de taille plus moyenne, certaines par le voie de rachat, d'autres par la voie de création de petites entreprises. Et l'intérêt aussi de ces groupes importants et nationaux et sur lesquels on est sur plusieurs technologies et plusieurs métiers, c'est qu'il y a une possibilité pour les salariés de circuler en fait entre toutes ces entreprises du groupe sans perdre, et on y reviendra plus tard je pense, mais les avantages ou la protection sociale attachée aussi au contrat de travail. Et en ça, je pense que c'est une vraie force aussi et un vrai élément à mettre en perspective et en valeur lorsqu'on peut recruter, et en particulier certains profils, c'est de pouvoir aussi donner la perspective d'une carrière longue, mais dans un groupe sur lequel finalement les personnes vont pouvoir régulièrement aussi changer de mission, de métier, de parcours, tout en gardant quand même ce lien avec un groupe et avec un même contrat de travail au départ. Merci beaucoup. Alors peut-être est-ce que Audrey ou Corinne peuvent réagir justement par rapport à ça? Audrey ou... Là, c'est mieux? Voilà. Oui, j'ai fait un focus sur la partie CDD. Chez Brittany Ferries, au niveau des CDI, on est plutôt, peut-être pas autant que chez Enedis, mais une fois que les gens rentrent chez Brittany Ferries, j'en suis la preuve concrète, on y reste. Euh, et c'est le cas pour beaucoup de sédentaires, mais également beaucoup de navigants. Je pense à nos officiers notamment. Souvent, ils ont démarré leur carrière dans d'autres armements. Ils ont fait le tour du monde 3-4 fois, sans voir grand-chose d'ailleurs, souvent parce qu'ils font juste des escales très courtes dans les ports. Et ça fait partie de l'attractivité que l'on peut mettre en avant vis-à-vis de nos marins. Et puis arrivé la trentaine, 35 ans, ils veulent fonder une famille ou ils ont déjà une famille. Et naviguer chez Brittany Ferries leur permet quand même de conjuguer leur vie professionnelle et leur vie familiale, de ne pas être aux quatre coins du monde, trop loin de leurs enfants et de leur famille, et d'avoir juste peut-être 30, 100 ou 200 kilomètres à faire pour revenir embarquer, puisque 80 ou même 90% de nos marins sont bretons. Donc, ça, c'est un point d'attractivité. Et ensuite, après, ben, finalement, ils restent chez nous jusqu'à l'âge de la retraite. Alors, tout dernièrement, effectivement, nous avons vu plus de volatilité sur les CDI, mais c'est vraiment récent, depuis 2 ans, très clairement lié à la situation de Brittany Ferries où nous n'avions pas de visibilité par rapport à l'emploi et par rapport à la situation de la société. Donc, les choses s'améliorent, hein, on voit quand même le bout du tunnel, mais ça peut créer de l'anxiété chez les salariés de manière tout à fait justifiée. Également parce que, par exemple, sur la partie officier, il y a énormément de demandes. On est plutôt en carence d'officiers sur le pavillon français. Il y a d'autres armateurs qui embauchent beaucoup, on court après les officiers. Et puis, là, je regardais les chiffres ce matin, je voyais qu'on avait à peu près une perte de 10% de nos matelots. Matelots, ce sont ceux qui ne sont pas officiers, qui travaillent à bord et qui travaillent soit à la machine, soit comme matelot pont, ce qui est très nouveau pour nous. Donc, probablement lié, effectivement, il y a peut-être des offres d'embauche ailleurs, peut-être mieux payées.
bon, on m'a dit qu'il y en a pas, certains qui partaient à la pêche, qui payent assez bien. Après, c'est extrêmement dur. Il se pourrait qu'ils reviennent vers nous après. Voilà. Est-ce que je voulais ajouter, Audrey? Vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Non, non, c'est très complet. Moi, il y a un point qui me... Allez-y. Non, je vous en prie, je vous en prie. Moi, il y a un point qui me tracasse un petit peu par rapport à cette volatilité, par rapport à la relation de travail qui n'est pas forcément pérenne et qui non seulement n'est pas et comment dire, peut être pour quelques temps, mais si en plus de cela, on met beaucoup de distanciel et le télétravail est quelque chose qui est maintenant rentré dans les mœurs, on a quand même quelques salariés qui ne veulent absolument pas revenir travailler au bureau. En Angleterre, parce que nous avons à peu près 300-350 personnes qui travaillent en Angleterre, culturellement, en Angleterre, il y a une très forte demande. Alors, ils ont un marché de l'emploi qui est assez tendu et il y a une très forte demande pour le maintien en télétravail. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je crains que ça ne crée non seulement de la distance géographique, mais de la distance par rapport à qui est mon employeur, quelles sont les valeurs de mon employeur, est-ce que est-ce que j'adhère aux valeurs de mon employeur. Or, chez nous, c'est quelque chose qui est assez fort et je crains que ce lien soit très ténu finalement, le lien entre le salarié et l'employeur par rapport aux valeurs, par rapport à l'engagement du salarié. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu quand on travaille en distanciel. La relation, travailler en distanciel, c'est une chose, manager en distanciel, c'en est une autre. C'est extrêmement difficile. Malgré tout ce qu'on peut lire, toutes les bonnes pratiques qu'on essaye de mettre en place, c'est extrêmement difficile. Alors, pour le coup, c'est extrêmement intéressant, Corinne, et je voudrais rebondir sur autre chose, d'ailleurs, ou ouvrir une autre porte dans la continuité exacte de ce que vous venez de dire, c'est par rapport justement à qui est l'employeur. Parce que lorsque l'on fait appel à d'autres types de collaboration, alors on peut avoir effectivement des prestataires externes. Le prestataire externe, il va apporter sa compétence pendant un temps à l'entreprise, une mission peut-être sur 6 mois, 12 mois, 18 mois après terminer, ou alors le prestataire qui est récurrent et qui, lui, accompagne l'entreprise de manière récurrente, l'entreprise n'est pas son employeur, et c'est simplement son client, mais ceci étant, il peut y avoir un lien avec cette entreprise qui est noué, alors qu'il est à son compte. Ou alors le salarié qui va travailler chez vous, mais qui est embauché, lui, par une société de portage ou alors avec le système dit du ship management. C'est-à-dire que vous allez avoir finalement un employeur qui ne va pas être bien l'armateur, par exemple. Et là, pour le coup, on se trouve dans des figures qui sont un petit peu… on rebat un peu les cartes et on se trouve dans des situations peut-être de prestataires ou de sous-traitants entre guillemets, qui peuvent être très attachés à une entreprise alors qu'ils travaillent à leur compte. D'autres qui vont être employés en CDD ou pour des missions ponctuelles et qui vont être là de manière juste pendant quelques temps, mais sans être vraiment attachés à l'entreprise. Et d'autre part, effectivement, ces salariés qui veulent être en télétravail, qui délivrent leur travail et qui n'ont pas spécialement d'attachement à l'entreprise. Et je pense que, et c'était mon dernier point que je voulais voir pour cette table ronde et pour la clore, justement vos observations sur le marché du travail et sur cette évolution. Alors, effectivement, j'avais pensé à cette notion de ship management. Alors, pour le coup, ce n'est pas ce que pratique Brittany Ferries, mais nous sommes un peu une exception dans le monde maritime, puisque énormément d'armateurs sont propriétaires ou locataires de leurs navires et ont 0 salarié. Ils sous-traitent l'ensemble de l'emploi auprès de sociétés de ship management dont je dirais les 3/4 sont installés à Chypre ou en Inde et recrutent donc des marins dans le monde entier pour armer en fait les navires. Alors c'est pas du tout le schéma
choisi par Brittany Ferries, absolument pas, puisque ça ne correspond pas du tout je dirais, aux fondamentaux de l'entreprise, qui demeurent depuis la création du développement régional, du développement de l'emploi, de fixer les personnes dans les territoires, etc. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que le marin, il va travailler chez MSC un jour, chez Maersk le lendemain et chez CMA le troisième jour, enfin, ou le troisième mois. Il y a beaucoup il n'est pas attaché à une entreprise. Oui, ce lien avec on a à peu près toutes les configurations quand on est en sous-traitance, avec des personnes qui ont un emploi via des sociétés de portage ou autres, des personnes qui peuvent rester travailler, j'ai des exemples à la DSI notamment, et qui finalement se sentent aussi attachés à nos projets et à l'entreprise qu'un salarié peut l'être. Et puis d'autres salariés, d'autres personnes qui sont vraiment là de passage, qui sont là pour 6 mois et qui. Mais je crois que ce qui est très important, c'est d'être clair en fait, c'est d'être clair avec lorsqu'on emploie ces personnes-là, d'être très clair sur leur mission. En fait, si c'est une mission de 6 mois, c'est une mission de 6 mois. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qui me semble le plus important. Est-ce que quelqu'un veut ajouter? Pardon? Oui, Corinne? Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ces sujets-là. Justement, c'est ce que l'invitation. Est-ce que l'un ou l'autre Moi, peut-être juste pour terminer sur le propos sur la place que peut avoir la protection sociale ou les avantages accordés par l'entreprise. Aujourd'hui, si on se place du point de vue des collaborateurs, nous, ce qu'on constate très récemment sur la région Bretagne et sur l'activité que la région Bretagne peut avoir et l'impact que ça peut avoir sur le marché du travail, c'est qu'on n'a pas de difficulté à recruter sur des CDI et donc statutaires chez nous. Là où, en revanche, il y a plus de tensions et où c'est plus compliqué, c'est justement sur l'intérim, sur lequel, là, les entreprises de travail temporaire n'arrivent plus aujourd'hui à nous proposer des profils qui correspondent aux métiers qui sont recherchés en intérim. Parce qu'il y a aussi sur certains cœurs d'activité et sur certains métiers, des tensions sur le marché du travail, mais on voit encore que d'un point de vue collaborateur, les offres en CDI sont des offres qu'on arrive à pourvoir et sur lesquelles on arrive à recruter. Est-ce que parmi les participants, quelqu'un voudrait intervenir et partager ses propres expériences? Oui. Juste sur l'intervention de ma collègue de Brittany Ferries sur le télétravail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le télétravail est un mode d'organisation maintenant du travail qui est rentré dans les mœurs. Je pense qu'on ne pourra jamais faire marche arrière. Il y a un avant et un après. Et le monde d'après ne sera jamais exactement comme le monde d'avant. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on commence à sentir, c'est que le fait de proposer du télétravail dans une entreprise devient un critère de choix des candidats. Et que donc, sur un secteur d'activité, si tous les concurrents ou tous les acteurs du marché proposent du télétravail, si vous êtes le seul à ne pas en proposer, vous êtes disqualifié. Enfin, vous n'êtes pas, il n'y a pas d'appétence. Et donc, je ne connais pas du tout le secteur d'activité de Brittany Ferries et je parle sous le contrôle de ma collègue de Crédit Mutuel Arkea. Et si vous ne proposez pas du télétravail aujourd'hui dans un secteur d'activité tertiaire tel que la banque et l'assurance, vous n'êtes pas sexy pour recruter. Oui, c'est tout à fait la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, on a beaucoup plus de flexibilité. D'abord parce que les outils nous le permettent. Il faut être clair que tout le monde a appris à utiliser Teams ou Zoom, ce qu'on ne savait pas faire avant mars 2020 ou très peu, que tout le monde est équipé d'un PC, etc. Mais maintenant, effectivement, lors des entretiens d'embauche, c'est la question qui vient assez rapidement. De savoir comment s'organise le travail et s'il y a des périodes de télétravail envisagées, etc. Mais d'un autre côté, ça nous ouvre aussi un marché plus large. C'est-à-dire qu'on peut, dans ce cas-là, on peut aller se permettre, effectivement, pour nous qui sommes en Nord-Bretagne,
d'aller recruter sur Rennes, sur Nantes, c'est beaucoup moins gênant. Alors, toutes ces questions, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors, toutes ces questions nous amènent finalement à notre troisième table ronde, puisque si l'on voit les différents schémas juridiques, les différentes figures juridiques qui ont été évoquées par vous tous d'ailleurs, hein, aussi bien Brittany Ferries que Enedis, on se rend compte que derrière, il faut faire preuve ou parfois de sagesse et de sécurité, c'est-à-dire rentrer dans les schémas que l'on connaît parfaitement, qui sont parfaitement réglementaires, et Dieu merci d'ailleurs cela en faveur des salariés et pouvoir leur apporter une protection sociale, mais également il faut pouvoir être imaginatif pour pouvoir notamment avoir accès à des salariés. Et là, peut-être faut-il construire des nouvelles figures juridiques qui soient plus en adéquation avec l'évolution des mentalités. Hein. Culturellement, évidemment, il y a des mentalités qui changent, qui ne concernent pas, cette évolution ne concerne pas toutes les populations de salariés, mais un certain nombre. Et si il y a un courant qui démarre, il est fort à parier que celui-là gagne de plus en plus les différentes couches de salariés. Ensuite, il y a aussi une évolution évidemment de l'économie. Hein. L'économie maintenant se digitalise. Donc, se digitalisant, eh bien, elle devient, les questions culturelles dont on vient de parler sont aussi en question, bien évidemment, et donc posent des questions de gouvernance. Et en outre, le marché du travail de même, si d'ailleurs peut-être faut-il dire les marchés du travail, sont là, prégnants, et peut-être aussi d'ailleurs ne s'arrête-t-il pas à nos frontières, puisqu'on vient de parler de sociétés qui sont domiciliées à Chypre ou autres paradis fiscaux. Donc en réalité, la question est bien là de savoir maintenant si le droit court après la réalité. Peut-être faut-il qu'à un moment donné, le droit rattrape cette réalité et permette d'apporter peut-être, en tous les cas, des cadres, essayer de construire des solutions en vue de sécuriser l'économie, parce que ce qu'il faut derrière, c'est quand même qu'on ait une sécurité dans les relations, que ce soit avec tous ceux qui apportent leur collaboration qu'entre les entreprises.